Donc on a la joie d'accueillir Célia de Grusson-Daniel. Vous l'avez peut-être croisée parce que ça fait 3 jours qu'elle est avec nous. Et elle est en immersion dans la communauté. Elle vient discuter avec tout le monde. Elle vient peut-être partager ses idées. Elle a sans doute partagé ses idées avec vous. Et c'est un petit peu sa pratique tout le temps d'aller vers les gens, d'aller discuter tranquillement avec les gens, de s'imprégner avant de proposer des choses. Moi, alors, je peux faire ça aussi de manière plus élégante en disant que c'est une actrice de la transformation numérique et à la coopération, et qui est quelqu'un qui, du coup, est à la fois dans le relationnel, le contact, l'interface, le faire, et elle est aussi chercheuse. Alors c'est assez intéressant la manière dont elle a abordé la recherche, c'est qu'elle n'a pas abordé la recherche en disant je démarre une thèse et voilà ce qu'il faut. Elle est d'abord allée discuter avec les gens, elle est d'abord allée annoncer qu'elle à son avis, pour comprendre et pour pouvoir agir sur la transformation, comprendre ces transformations à l'œuvre, il fallait à la fois s'imprégner, écouter, faire, et faire tant dans le faire dans l'associatif, dans l'économie sociale solidaire, que dans l'entrepreneuriat. Et donc elle a une démarche qui est intéressante. Et elle va nous parler au travers de cette démarche de ce que veut dire le co et de ce que veut dire l'ouvert, parce que je ne sais pas si vous savez, le terme ouvert, c'est un terme valise. On a eu une question la première journée qui était qu'est-ce que vous faites comme différence entre la coopération et la collaboration? Et je pense que on va avoir plein d'éléments de réponse sur cette dimension-là, avec une dimension ancrée dans l'action et dans le faire. J'ai absolument pas tenu mes petites notes, puisque vous m'avez dit qu'il ne fallait pas les regarder. Donc j'ai dit que des bêtises. Et Célia, est-ce que tu es là? Et oui, elle est discrète, mais vous allez voir, elle est passionnante. Je pense que ça va aller là. Je vais le mettre là, comme ça. Oups. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, Célia Grusson-Daniel, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Et comme le disait Jean-Marie, j'ai pris 3 jours pour venir, pour être là avec vous sur un sujet aussi qui m'intéresse énormément, puisque j'ai été aussi chargée de projet d'une MOOC Factory dans un centre de santé publique pendant 3 ans. Donc voilà, toutes les questions de pédagogie, de coopération, d'ouverture, de transformation aussi des pratiques, à la fois de l'enseignement supérieur et de la recherche, me passionne, et comme le disait Jean-Marie, j'aime bien expérimenter. Donc, il m'a connue aussi, pour vous donner un peu d'où je viens. Le côté associatif, ça vient d'une association que j'ai créée, cofondée avec d'autres chercheurs, qui s'appelle Hack Your PhD. Alors, on n'est pas des pirates, on ne va pas dans vos ordinateurs pour tout pirater, mais hack, c'est dans l'idée du contournement. Comment actuellement, c'était en 2013, face au numérique, à une recherche où on se rend compte qu'il y a de plus en plus de possibilités aussi de partager, de diffuser. Notre question, c'était comment on fait de la recherche différemment. Et le mot-clé qu'on avait, c'était Open Science, donc la science ouverte, avec les thématiques, et je vais revenir dessus, du libre accès à la publication scientifique, mais aussi de transformation des pratiques, plus de transparence qui sont nécessaires. Et donc on a commencé comme ça, et ensuite, ce que j'ai fait tout en travaillant, j'ai commencé une thèse avec cette idée de vouloir vraiment comprendre les significations qu'on mettait derrière le terme Open Science. Parce que ce que je me suis rendu compte, j'avais peut-être une vision très naïve au départ, c'est que derrière ce terme-là, Open Science, il y avait des avis très contraires. Tout le monde était d'accord sur les discours, voilà, de l'open science, de la science ouverte, mais ensuite, quand on arrivait dans les solutions concrètes à mettre en place, c'était plus compliqué. Et aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est, voilà, par rapport à la coopération aussi, comment aujourd'hui ce terme-là devient aussi un terme à la mode, il faut coopérer, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Et pour ça, je vais vous proposer de refaire une rétrospective aujourd'hui du contexte global dans lequel nous sommes et pourquoi la coopération aujourd'hui résonne dans nos sociétés. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est faire une réflexivité plus critique sur l'open, parce que la thèse m'a permis de comprendre de l'open et vous apporter un peu une grille de lecture, ce que nous vivons actuellement. Et puis après, quelques réponses aussi, des idées de coopération et d'action, donc ce jeu de mots entre action et hack. Mais avant tout, il y a une autre facette
qui est moins connu, et c'est toujours la question aussi, et je pense qu'une table ronde était un symposium était là-dessus, sur la question de l'identité. Quelle identité on se donne? Moi, je suis à la fois chargée de projet, j'étais une ancienne chargée de projet dans le domaine, j'étais active dans la pédagogie, dans l'enseignement supérieur. Maintenant, je suis jeune docteur, ce qui n'est pas la même étiquette qu'on donne. Et il y a une autre étiquette qui est moins connue, et que j'ose dire ici, parce que c'est, je pense, aussi un terrain d'expérimentation, c'est que je suis prof de yoga et qu'il y a eu un MOOC qui est sorti de M. Siemens sur le yoga. Et je pense qu'aussi, on parle beaucoup de pédagogie active, mais que l'action se fait parfois dans l'inaction. Donc moi, ma façon de commencer cette séance, cette conférence, je vais vous demander de fermer vos ordinateurs. Quelques instants. Juste de faire l'expérience. Peut-être de fermer aussi les yeux. Et juste peut-être de soulever le pied droit de quelques centimètres en le contractant et en le relâchant. Puis le pied droit, le pied gauche. Puis peut-être prendre le temps de basculer le bassin, de rentrer le ventre et de plaquer bien votre bas du dos au niveau du dossier. Et puis faire tout le contraire, amener la poitrine vers l'avant, ouvrir, relâcher, et puis prendre ce temps de monter bien les épaules vers les oreilles et relâcher. Parfait. Puis peut-être faire quelques mouvements avec la nuque, des cercles d'un côté et de l'autre. Voilà. Et puis faire cette pratique qu'on appelle en MBSR stop. Donc, juste s'arrêter quelques instants, voilà. Prendre son souffle aussi, toujours si essentiel. Puis observer ce qu'on a, peut-être cette agitation mentale, de tout ce qu'on a fait ce matin, de toutes les conversations qu'on a pu avoir, de s'être dit, ah ben on aurait peut-être dû dire ça autrement, faire autrement, ou se dire, ah j'ai tout ça à faire après. C'est normal. Donc, se reconnecter un moment avec ce qu'on est, avec cet instant, avec les bruits peut-être extérieurs, et puis cette conscience de ce petit singe à l'intérieur de notre esprit qui est tout le temps en train de fonctionner, d'aller dans tous les sens. Et aussi de juger, énormément. Juger les autres, d'un autre côté, d'avoir toujours besoin d'une certaine reconnaissance, besoin d'une légitimité, quelque chose qui est très présent aussi dans la recherche. Donc voilà, je vous invite à prendre juste du recul sur vos propres sensations, puis revenir là, maintenant, réouvrir les yeux. Voilà, juste quelques instants, ça fait du bien. Peut-être que vous y repenserez à cet huluberlu qui vous a fait faire ça pendant quelques instants dans une conférence. Voilà, ça vous fera sourire et vous aurez envie de le faire. Et maintenant, la prise de recul, elle va être plus collective sur ce que j'appelle une rétrospective un peu discursive. Parce que moi, ce que j'aime, c'est étudier les discours et les pratiques aussi. Et j'aimerais revenir en arrière, à peu près en 2013. Moi, je commençais en tant que chargée de projet avec les MOOC. Donc les MOOC, on était dans cette ère des MOOC 2012-2013, où toutes les comités, aussi peut-être des sciences de l'éducation, se disaient « Ah là là, quelle catastrophe, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire avec des MOOC transmissifs ?» alors qu'il y a toute cette phase de connectiviste qui existe. Voilà, où on est. Et c'est pour vous montrer qu'actuellement, il y a des termes comme ça, les MOOC ont été à la mode, et qui sont peut-être bien loin des questions aussi qu'on se pose depuis un grand temps dans la pédagogie, de ce qui fonctionne aussi, de ce qu'on cherche. Et j'aime bien cette image de, voilà, c'était le jour des MOOC. Ça a commencé au Canada, et c'est ce côté aussi un peu cynique de dire, voilà, il y a « It's a tsunami of poorly understood pedagogy ». Donc je pense que ça peut vous parler aussi quand on est dans la pratique. Mais c'est des phénomènes où, dans la société, il y a des mots comme ça, qu'on emploie et qui vont circuler. Et souvent, on n'est pas d'accord, on se dit, mais c'est très, très différent de ce que nous, on pratique, des solutions aussi qu'on apporte, mais il y a ces mots qui font un peu le buzz.
Mais à QPES, je sais qu'il y a cette tradition de se questionner. J'ai beaucoup apprécié aussi pendant toutes les conférences ce côté réflexif, d'apporter une réflexivité avec une communauté à la fois d'enseignants-chercheurs, des conseillers pédagogiques, de toutes ces personnes qui s'occupent de l'enseignement supérieur aujourd'hui, qui prend ces quelques jours pour se questionner sur ces pratiques. Avec cette idée déjà depuis 2013 d'avoir une pédagogie active à la fois en présentiel et à distance, que le numérique n'allait pas sauver le monde et sauver l'éducation. L'idée d'innover aussi, comment on allait le faire, pourquoi. Puis déjà en 2017, sa question de l'altérité qui était présente. Et je pense qu'il amenait aussi la thématique, le thème de cette année, qui est celle de la coopération. Comment on fait ensemble? Comment on tisse du lien? Comment on tisse du lien avec nos étudiants? Comment on recrée quelque chose d'autre et qui aussi parfois nous fait sortir notre zone de confort. Et cette coopération, ce lien entre étudiants, enseignants, ces questionnements sur les dispositifs, le collaboratif aussi, la façon d'apprendre, de faire apprendre aussi, apprendre à apprendre, je pense qu'elle est liée à un mouvement plus global. En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte ces dernières années, puisque aussi j'ai eu ma thèse qui m'a permis de faire un SAS. J'ai dû tout lâcher, ne plus observer aussi ce qui se faisait dans la pédagogie pendant 1 an. J'étais sur mon canapé et je rédigeais. Et ensuite, quand je suis revenue là, après ma thèse, à tout ce qui s'est passé, j'ai vu cette ère du co-design, de la co-construction, être dans beaucoup de discours, avec quelque chose de très fort qui est un changement nécessaire, un changement de comportement nécessaire par rapport aussi à une prise de conscience de la planète, de cet environnement, de comportements qu'on doit changer et finalement d'un rôle collectif à faire par rapport à toutes ces transformations et que c'est aussi dans notre façon d'apprendre, d'intégrer de nouveaux comportements qu'on pourra le faire pour avoir cette transition. Il y a autre chose aussi qui amène aussi cette thématique de la coopération. Et j'aime bien cette image de, je ne sais pas si vous connaissez Stromae, il a fait une chanson sur Twitter. Et ce que j'appelle, et ce n'est pas seulement moi qui l'appelle, mais la solitude technologique. On est tout le temps connecté. On a tout le temps aussi des notifications. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une certaine solitude. Parce que le fait d'être déconnecté, ce que je vous ai fait faire aussi tout à l'heure, ça permet à un moment d'avoir ce côté d'introspection et de se poser des questions. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Dans quel but? Et qu'au final, on se rend compte des limites de la technologie qui remplit beaucoup de choses, mais qui laisse un énorme vide aussi. Et je pense que c'est pour ça que la coopération est là aujourd'hui, pour retisser des liens. Et c'est ce que j'ai pu voir, observer. Moi, j'ai pu faire ma thèse et travailler au CRI, Centre de recherche interdisciplinaire, avec cette idée de créer une société apprenante, cette intelligence connective, cette planète pour une planète reconnaissante. Donc, c'était un message du plan proposé par François Tadei. L'idée aussi d'amener toute cette pédagogie en dehors des universités, en dehors d'un simple apprentissage d'un métier, mais aussi pour des transitions dans la ville, un retour au territoire qui paraît essentiel. Et puis également dans la coopération et dans ce contexte, on voit l'importance de méthodes. Donc les méthodes, c'est tout ce qui est lié au co-design. Et vraiment, j'ai vu ce boom de ce mot, qui avant était plus le terme d'innovation ouverte qu'on utilisait, mais de remettre les utilisateurs au centre de ces processus. Et comme aussi, lorsque j'étais il y a quelques semaines au Learning Lab, la rencontre des Learning Lab invitée par Jean-Charles Caillé, que vous connaissez peut-être, qui écrit beaucoup sur la classe renversée, Jean-Charles, dans sa présentation, disait « il faut des méthodes, coopérer, ça s'apprend ». Et je pense que tout ce qui est concept de co-design, de design thinking, a ce but-là d'aider à coopérer. On a vu que certaines aussi conférences aujourd'hui reprenaient, les autres jours, reprenaient aussi cette thématique du co-design. Et ce co-design, moi, il n'y a pas un jour où je ne vois pas dans mes mails cette idée d'être dans cette coopération pour développer sa conscience, sa présence, sa connexion au vivant. Donc c'est quelque chose qui dépasse aussi le milieu de l'enseignement supérieur,
qui est beaucoup aussi dans la formation en général et qui est repris pour pouvoir créer ces liens. Autre chose, et on en a beaucoup parlé aussi, c'est le changement d'attitude. Là encore, je reprends une petite slide de Jean-Charles Caillé. Et hier, Michel en a parlé, ce changement de posture nécessaire pour la coopération. Mais également, on en avait parlé le premier jour, ce changement d'attitude, c'est se confronter à d'autres visions, d'autres conceptions. C'est-à-dire que la coopération, c'est aussi parfois la confrontation. Et ce changement d'attitude, quelqu'un a dit que c'est des dynamiques posturales. C'est-à-dire qu'on change de posture selon les moments. Je me souviens aussi le symposium où c'est pas seulement abandonner le magistral, mais c'est savoir comment s'adapter à chaque situation et être à l'écoute. C'est aussi retrouver, je pense, la notion de diversité des savoirs. On recreuse beaucoup aussi dans les philosophies, les sagesses du temps passé, de l'Antiquité, avec des savoirs qui sont à la fois des savoir-faire, des connaissances plus intellectuelles, des concepts qu'on va apprendre, et puis aussi des savoir-être qui sont présents et qui sont aussi très à la mode aujourd'hui avec cette idée de soft skills, de compétences qu'on vous demande peut-être d'intégrer aussi dans vos parcours et dans vos programmes. Et puis quelque chose qui me tient à cœur, mais qui prend aussi de plus en plus de place, c'est l'ancrage des savoirs. Ce que je vous ai fait tout à l'heure, je ne suis pas la seule à mettre en place ces pratiques, mais que face à toute cette connexion, on a besoin de se recentrer aujourd'hui, face aussi à des mondes et à un enseignement supérieur de la recherche qui est soumis à énormément de pression. Donc, il y a besoin aussi de pouvoir faire des techniques. Par exemple, là, c'est un programme lancé par une médecin qui est aussi docteur sur les techniques de MBSR, Meditation Based Stress Reduction, qui a été initié par le professeur Kabat-Zinn et qui est de plus en plus mené par des programmes de 8 semaines et aussi dans les universités. Là, c'est pour les étudiants et les internes en médecine. Donc voilà, on est un esprit, c'est sûr, mais on est dans un corps, dans un environnement, et il faut prendre conscience de tout cela. Ensuite, il y a tout l'aspect numérique. Alors là, le numérique sert aussi pour faciliter l'engagement et la motivation. On est sur ces dispositifs numériques avec une thématique qui s'est énormément développée aussi, qui est celui des serious games, ou de la virtual reality, la réalité virtuelle. Peut-être qu'on est aussi dans cette période où on va vous demander de faire des escape games. Donc, pour avoir ce côté coopératif, un ensemble d'éléments qui vient du jeu, de la créativité, pour pouvoir engager un ensemble de personnes. Parce qu'il y a ce jeu, cette joie qui permet aussi de créer des connexions. Et on le voit bien, c'est pas pour rien aussi qu'il y a des activités qui vous sont proposées pendant les colloques. Pour un peu cette première barrière qu'on a, je ne sais pas comment venir me présenter aux autres et créer du lien. Et ensuite, le dialogue aussi est lancé. Et je pense que tout ça, tout le jeu, toute la créativité permet de faciliter la coopération. Et dernière chose, c'est cette hybridation entre espace et temps. Donc on l'a vu au niveau espace virtuel, le numérique, espace en cours, en présentiel, où bien sûr il y a des transformations de posture, de façon d'aider à l'apprentissage avec les classes renversées, etc. Mais il y a besoin de tout ça. Donc bien sûr qu'on a pu avoir des discours aussi que le professeur allait disparaître. Non, il y a toujours des transformations, des dynamiques qui se mettent en place. Mais c'est aussi des temps différents qu'on essaye de mettre en place et d'autres expériences. Donc par exemple, hier, on nous a proposé une marche en commun que peut-être certains d'entre vous ont fait, ils ont testé, ils ont expérimenté. Et il y a des groupes aussi de recherche qui le font. Donc par exemple, ce groupe RGCS qui propose aussi ces marches, ce qu'on appelle aussi les Learning Expeditions actuellement, et qui permet finalement de découvrir aussi l'environnement à d'autres lieux qui sont présents et de se rendre compte aussi que des questions qu'on peut se poser sont liées à ce qu'on a autour de nous. Donc voilà, c'est l'ensemble un peu dans cette coopération aussi de redonner du sens à la présence. Ça, c'était Marcel Lebrun qui avait dit cette phrase lors d'une présentation Learning Lab. Et ce que j'appelle n'est pas seulement être dans la connexion, mais dans la connectivité. Et ce que ma co-directrice de thèse appelait une épistémologie du lien.
Et c'est dans tout ça, dans ces solutions qui sont concrètes, que vous avez pu montrer dans toutes vos présentations, qu'on trouve petit à petit des solutions aux défis de nos sociétés de demain. Voilà pour cette première partie qui, je vous l'avoue, fait très TED. Donc voilà, tout est beau, il y a des solutions, on va pouvoir révolutionner tout ça. Et des TED, j'en ai fait aussi sur l'open science, avec un côté très activiste. Mais maintenant, j'aimerais rentrer dans une seconde partie, peut-être plus critique, plus réflexive, mais que aussi ma thèse m'a amené à faire. Et vous donner quelques exemples sur le terrain que j'ai pu creuser autour de l'open en sciences. Mais avant tout, puisque peut-être certains d'entre vous sont repartis sur vos écrans, sur vos mails et d'autres choses, je vais recréer un peu de dynamique avec une petite vidéo d'une personne que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Franck Lepage. Donc on va mettre juste un petit extrait. Vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels, c'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Là, je vous ai préparé une communication à 17 mots. C'est pour les besoins du spectacle, hein. C'est énorme. Vous n'avez jamais besoin de ça. Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile, hein. Lui utilise à tout casser, quoi. 5 mots, 6 mots, enfin, vous voyez, vie associative, partenariat, développement local, le préfet, s'il est là, il utilise 2 mots, lui, République, sécurité, enfin, vous voyez. Alors, je les bats devant vous, j'espère que vous me faites confiance. Je coupe. Et donc, vous dites, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du Conseil général, Monsieur le maire, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. Et cette notion, c'est évidemment la question des habitants, que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle, alors, à l'heure de la décentralisation, ce que nous appelons encore citoyenneté doit nécessairement s'inscrire dans une proximité, parce que la question démocratique est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social. Et à l'heure de la mondialisation, c'est désormais l'espace du local qui est l'espace du partenariat que nous devons tisser de solidarité, faute de quoi? Faute de quoi, lorsque nous demandons aux gens de faire des projets, eh bien, il n'y aurait, à l'issue de ces projets, n'entraînerait, si vous voulez, aucune espèce de développement. Et c'est pourquoi nous devons inlassablement raisonner avec eux en termes de contrat et faire notre effort permanent pour mettre en place une vraie, une authentique, une sérieuse participation avec eux. Voilà. Merci Franck Lepage. J'ai beaucoup de plaisir toujours à regarder ces vidéos. Et vous voyez un peu ce côté. Alors, il s'est servi d'un bouquin de sociologue qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme » pour ses spectacles, ses conférences gesticulées. Et c'est pour montrer un point de vue très critique. Avec le rire. Le rire, la prise de recul, c'est toujours nécessaire par rapport à des situations qui nous énervent. Et moi, c'est vrai que quand j'ai creusé la question de l'open science, ça m'énervait parce que j'avais ma propre définition de l'open, qui était celle du partage, d'une transformation, de coproduction des savoirs, et je me suis rendu compte que ce n'était pas la vision de l'open de tout le monde. Et c'est cette idée du jungle speed, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là, où chacun s'approprie aussi un mot et essaye de l'avoir, et il met sa propre signification. Et moi, la recherche que j'ai faite, c'était là-dessus, en sciences de l'information et de la communication, sur la notion de ce qu'on appelle, dans le langage courant, buzzword. Nous, on appelle ça, en linguistique, une formule. C'est-à-dire quelque chose qui va circuler et qui signifie pour tout un chacun quelque chose, un sens, mais qui emprunte ensemble d'enjeux sociaux, politiques à une époque donnée. Et c'est ça que j'ai creusé autour de ce terme de l'open science. Alors, l'open science, pour vous dresser un portrait général, c'est des questions à la fois d'open access. Peut-être que vous êtes sensibilisés. Là, on voit bien que les actes ont été mis à disposition en licence CC BY NC. Donc, c'est cette idée de libre accès au savoir
face à peut-être, si certains sont enseignants-chercheurs, des éditeurs qui maintiennent des oligopoles, tels que Elsevier, pour ne pas le citer. Donc, il y a ce côté de, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec le numérique? Il y a eu des basculements, et ça révèle que l'idéal de la science et du partage n'est pas forcément la réalité des pratiques actuellement. Mais l'open science, c'est un mot valise aussi avec cette idée d'open data qui est de plus en plus présent, d'open research, d'une recherche ouverte, mais aussi de citizen science. Et on en a un peu discuté hier avec cette notion de science participative, de science citoyenne. Mais derrière ce mot valise, il y a beaucoup de débats. Moi, je me suis intéressée à un gros débat qui est celui d'un article qui était sur le libre accès aux publications scientifiques lors d'un moment en 2016 qui s'appelait la consultation 2015, qui s'appelait la consultation République numérique. Et là, j'ai vu un ensemble de chercheurs, d'éditeurs, finalement se prendre le chou pour pouvoir savoir quelle open science mettre en place en France. Et là, des avis très différents. Donc je me suis dit, il y a beaucoup de différentes significations de l'open derrière tout ça. Et toute ma thèse mes recherches ont été d'essayer de comprendre pourquoi les gens n'étaient pas d'accord et quelle conception, quelle vision était derrière ce terme open. Et j'en ai vu deux principales, que j'ai appelées d'un côté science réappropriée et d'autre côté libre diffusion des savoirs. Et Jacques Lanarès était venu dessus aujourd'hui, les deux, un objectif collectif et civique. Un objectif commun, mais deux façons différentes de le faire. Le premier, je l'ai nommé, je ne l'ai pas nommé comme ça dans ma thèse, mais maintenant je le nomme comme ça par la suite quand je présente, le copy-paste, le copier-coller. C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes personnes, les mêmes réseaux habituels du monde d'avant, et on copie-colle tout ça dans le monde numérique. Avec cette idée qu'on a des réseaux institutionnels dans la science, par exemple, qui vont prendre en charge l'accès ouvert, et le numérique est juste une infrastructure qui va faciliter aussi avec moi ce que j'ai appelé le techno-industriel, c'est-à-dire une efficacité avec les nouvelles technologies qu'on a, notamment les technologies de la communication. Et là, on a aussi cette idée que la science est une science ouverte à tous, avec une relation science-société qui est toujours dans cette démocratisation des savoirs. Les chercheurs détiennent les savoirs, on va le donner à tout à chacun. Donc ça, c'est aussi dans cette idée d'une science en société, avec une adaptation aux technologies numériques pour avoir une science plus efficace aussi et performante. Mais il y a un autre modèle que j'ai appelé le régime processuel, avec l'idée de libre diffusion des savoirs. Et je pense que là, sachant que tout ce que je présente, c'est ce qu'on appelle en socio des idéotypes, des idéaltypes, je pense que Michel incarne l'idéal type, Michel Briand, total de cette idée de libre diffusion des savoirs. Avec cette idée qu'on change complètement de référentiel, que le but, c'est que les savoirs sont déjà là, présents, ils circulent avec Internet et le web, et ce qu'il faut, c'est préserver cette libre circulation des savoirs, mais préserver aussi cet environnement. Donc on change de vision. On a finalement une société qui est en science, c'est-à-dire que les savoirs sont là, et ce qu'il faut apprendre, c'est apprendre les méthodes scientifiques et tous ces raisonnements nécessaires. Et avec une nécessité de coproduction des savoirs, avec toute la diversité des savoirs qui existe aussi dans une société. Et là, le numérique n'est plus seulement un outil, mais un environnement. Un environnement qu'il s'agit de garder ouvert. Donc pour cela, avec de nouvelles règles du jeu, des nouvelles règles économiques aussi, et la question aussi des licences, c'est-à-dire de ne plus être seulement dans un monde avec le copyright, mais de donner le droit à d'autres de pouvoir réutiliser nos contenus. Et avec une gouvernance qui est liée au commun. Et je pense que Michel a pu faire une magnifique intervention hier sur toutes ces notions et la richesse aussi de ces notions. Donc voilà, donc c'est aussi cette idée de faire société autrement avec d'autres thématiques, qui est celle de l'open data, par exemple, l'ouverture des données dans nos sociétés, un rapport différent dans la politique qu'on retrouve. Et ça, c'est un peu ces contre-pouvoirs aujourd'hui qui existent et qui se mettent en place, où on essaye d'agir, de voir qu'il y a des choses où on n'est peut-être pas d'accord, et on essaye de faire ensemble, aussi de coopérer, de créer d'autres choses, d'autres façons de faire, et de créer aussi des contre-pouvoirs. Mais par rapport à ces deux modèles, je pense que peut-être ça fait écho à certaines choses, je pense qu'on peut mettre plein de mots dedans, et coopération en fait un,
et que selon qui s'exprime, on met différentes choses derrière tout ça. Et je pense que j'ai vu beaucoup de questions, en tout cas revenir pendant les conférences sur la question de l'évaluation. Tout le monde dit d'accord, on est d'accord de coopérer, mais comment est-ce qu'on évalue? Et je pense que cette question de l'évaluation montre ces deux modèles et ces injonctions à la fois de continuer dans un modèle de l'enseignement supérieur où il faut finalement être dans des programmes, donner des compétences pour former des personnes à des futurs métiers, il va falloir les évaluer de façon individuelle, mais aussi d'être dans quelque chose d'autre qui est peut-être moins quantitatif et qui permet de prendre plus conscience des dynamiques, des process chez les personnes. Et on se retrouve un peu dans tout ce qu'on fait actuellement dans la coopération entre ces entre-deux. Et je pense qu'il faut faire avec, parce que ça a toujours été comme ça, où on apporte des critiques aussi. Internet a été lié à énormément de critiques. Et ces critiques, ces nouveaux modèles, ce qu'on appelle aussi les contre-cultures, sont repris à un moment dans un système avec des choses qui sont bien. Tout est dans des hybridations, des institutionnalisations, des normalisations, et il faut faire avec. Par rapport à cette reprise de la critique, par exemple, et dans le livre « Le nouvel esprit du capitalisme », il faut comprendre que ce mode projet dans lequel on est complètement, il vient aussi de quelque chose de plus ancien, avec des rapports très hiérarchiques. Au départ, qui en 68 et autres, a permis de dire non, on ne veut plus des rapports hiérarchiques, on veut quelque chose de plus transversal, de plus horizontal, et qui a aussi donné l'émergence de l'idée de réseau, de projet en réseau. Et des reprises aujourd'hui avec le management par projet qui est aussi très présent. Donc, et j'ai presque fini, je vais être dans ma dernière partie. Voilà, vous allez me dire, bon bah voilà, peut-être que c'est un peu déprimant, qu'est-ce qu'on fait nous, avec toutes ces injonctions un peu contradictoires? Voilà, est-ce qu'il faut coopérer ou pas? Et je vous dirais, j'aime bien parce qu'on est en Bretagne, donc réponse de Normand, à question perfide, répondons en normand. Oui, et cependant non. Je pense que c'est là, et c'est ma dernière partie avec quelques idées concrètes dans cette idée d'action, d'une attitude à avoir. Et je pense qu'on l'a déjà vu, et pendant beaucoup de conférences, quelle attitude à avoir, et que moi j'appelle l'idée du hack, l'idée un peu du contournement. C'est-à-dire qu'on a un système donné, et j'aime bien aussi cette phrase de Buckminster Fuller qui est « Don't fight forces, use them ». Donc, ne combat pas des forces, utilise-les, comprends-les, et vois aussi qu'on est toujours dans ce que j'appelle le jeu du chat et de la souris. Il y a des innovations, des choses qui nous paraissent faire sens à un moment donné, et que c'est repris, c'est réutilisé, et il faut en avoir conscience. Et quelque chose aussi qui me paraît important de noter, c'est ce que j'appelle, moi, le management cognitif. Tous ces processus aussi de méditation, de coopération, de prendre sur soi, fait partie aussi d'un système actuellement en lien avec les technologies numériques, où la coopération aussi, par des dispositifs de plus en plus soft, fait que notre attention est portée, nos actions aussi sont portées sur les designs, dans les dispositifs, les plateformes, à agir d'une certaine façon. Mais après, il faut se poser la question, pour qui et pourquoi? Dans quel sens? Donc ce que j'aime bien, c'est de dire qu'il faut décentrer son regard, avec toujours cette idée d'expérimenter. Mais je suis biaisée, j'aime ça aussi, donc peut-être que ce n'est pas votre habitude, mais essayez de questionner. J'adore Calvin et Hobbes, toujours avec cette idée du hack, d'avoir quelque chose dans un certain sens et de trouver d'autres idées, d'autres façons de faire. Et ça, c'est l'esprit du hack, l'esprit du make aussi, de faire, de changer de ces cadres habituels de pensée. Et je pense que dans la coopération aussi, c'est essentiel, parce que on a une éducation aussi parfois différente, une culture différente, et se mettre à la place des autres, de retourner aussi ces façons de penser, et parfois apporte beaucoup plus de flexibilité. Et toujours avec cette idée de curiosité et de joie de bidouiller, d'essayer. Il y a aussi cette notion je pense, de confrontation à d'autres altérités, d'autres façons de faire, que peut amener les voyages, aussi tout ce qui est interculturalité. Et là, ce n'est pas une langue de bois quand je le dis, de cette interculturalité nécessaire. Et également, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est narration
et le rôle de la science et la science-fiction. Et j'ai mis ce livre d'un auteur de science-fiction que j'aime beaucoup, qui a aussi sorti un nouveau livre, La zone du dehors. Donc, qui permet à la science-fiction de pouvoir... lui, il a sorti son nouveau livre qui s'appelle Les Furtifs, mais là, La zone du dehors, c'était le premier, sur l'idée des traces. Et je pense que la science-fiction nous aide à penser nos sociétés avec les technologies numériques. Et ça, c'est quelque chose que je creuse énormément dans mes travaux. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aussi sous-estimer la force des imaginaires qu'on façonne. Et qu'on façonne aussi en tant que chercheurs. Parce que les chercheurs, ils ont des conceptions, des idéaux, l'évaluation par les pairs, toutes ces méthodes-là, ça vient aussi de la recherche. Et que par les techniques, finalement, Internet aussi a été inventé, cet idéal académique du partage a été inventé, à donner naissance à des technologies qui vont après façonner nos sociétés et transformer nos façons de penser et d'agir. Donc voilà, ce qu'on appelle aussi les utopies concrètes sont importantes à prendre en considération et aller dans ces imaginaires-là, qu'ils soient utopiques et dystopiques, sont importants aussi, je pense, pour penser toutes ces questions-là et le futur. Et puis accepter, et là c'est un peu un côté Hack Your PhD, qui est mon association, de rester dans cette logique communautaire et partager toujours. Là, on commence à faire une traduction collaborative d'un livre sur l'open science, qui, alors que d'autres voulaient faire de façon très traditionnelle sur le comité de la science ouverte, donc voulaient faire ça de façon très traditionnelle dans leur petit réseau. Donc nous, on est venu un peu court-circuiter cela et proposer quelque chose de plus collaboratif. Et je termine là-dessus. C'est aussi l'importance, on en a parlé aussi pendant les différentes présentations, le rôle de la métacognition, de prendre du recul aussi sur nos façons de faire et d'avoir une humilité, d'accepter qu'on ne sait pas, une tranquillité face à l'incertitude, qu'on n'est peut-être pas capable de tout gérer, de tout quantifier, de tout mesurer face à des systèmes complexes. Et ne pas oublier aussi qu'on est un cerveau, et j'aime bien cette situation, in many ways, we are ancient brain in an high-tech world. Donc l'idée qu'on est un cerveau avec des choses intentionnelles, avec tous ces dispositifs et autres, d'où la nécessité de prendre du recul parfois, voilà, mais qu'il est important de questionner aussi sur toute cette attention à retrouver aux choses, être en attention, comme disait Michel Briand hier, et être à l'écoute des autres aussi. Et je terminerai par cela, cette idée de quelque chose que je trouve merveilleux. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un concert de jazz, où il y a de l'improvisation, des jams, où on se retrouve avec ces moments assez merveilleux d'improvisation collective. Alors bien sûr, il y a des patterns derrière, mais où les personnes se font confiance, vont commencer à créer ensemble, et il y a un peu ce moment magique où tout résonne, tout vibre sur la même corde. Et je pense que c'est là où, finalement, dans cette justesse de l'instant où on ne sait pas ce qui se passe, mais ça advient, que la coopération révèle son plein potentiel. Je vous remercie. Mais merci Célia, ça va nous donner plein de réflexions pour le chemin du retour. Donc je pense qu'on est parfaitement dans la projection, à la fois dans l'instant et à la fois dans le futur. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Qui veut se lancer après cette présentation ? Je ne veux pas dire démonstration, parce que ce serait malvenu. Bon, sinon je donne le micro à Michel et ça va aller vite. Ah, quelqu'un se lance. Bravo. Merci. Bonjour. Alors, ce n'est pas forcément une question, c'est une réflexion qui vient après les ateliers et de ce matin et des jours précédents. Et c'est sur ce petit moment magique, quand on coopère, quand on travaille ensemble, où il y a quelque chose qui se passe et où il ne faut pas forcément essayer de le formaliser. C'est ce petit côté magique qui va bien en terre bretonne, je trouve.
Voilà. Merci. Vas-y, Patricia. Je suis ici. Bonjour. Moi, j'ai une question. J'ai vu que vous aviez fait votre thèse au CRI. J'ai été dans un jury de thèse au CRI. Et vous n'avez pas du tout abordé la question de l'économie. Le CRI fonctionne avec un modèle économique assez particulier. Donc, par rapport au modèle que vous proposez, où est-ce que vous mettez la question du modèle économique ? Quel serait le modèle économique ? Alors, le CRI, donc le Centre de recherche interdisciplinaire qui se trouve à Paris, donc c'était mon école doctorale, sachant que moi j'étais rattachée à des laboratoires, c'est comme ça que fonctionne le CRI, notamment un laboratoire à l'Université technologique de Compiègne qui s'appelle le COSTEC, qui est un laboratoire de sciences sociales dans une université de technologie. Et mes co-directeurs étaient des économistes. Donc la question de l'économie et de la transformation aussi de l'économie est quelque chose très mouvant. Avec, par exemple, moi je me suis beaucoup basée sur les travaux autour du capitalisme cognitif, c'est-à-dire que le CRI est dans un modèle de subvention privée d'un côté, et puis un modèle public où c'est très intéressant, et moi j'ai pu aussi un peu faire de l'observation participante au sein du CRI, avec quelque chose qui est hybride, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois sur des subventions publiques, ils travaillent avec l'université publique, mais ils ont aussi des subventions privées. Et ça, c'est aussi intéressant, je pense, par rapport à ce que Michel, hier, a abordé sur la question du privé et de la troisième voie. C'est-à-dire qu'actuellement, et c'est une grande question que je me pose en termes de recherche et de production des connaissances actuellement, dans quel modèle on insère la production des connaissances publiques actuellement, avec des choses où on sait qu'on est dans des modèles, des grosses machineries de subvention de l'enseignement supérieur et de la recherche en lien à des appels à projets, des financements par exemple européens ou de l'ANR et autres, ou les IDEFI et autres, et qui sont des subventions très publiques mais assez restreintes, donc avec énormément de compétition. Donc avec d'autres, le modèle du CRI avec d'autres acteurs qui sont des acteurs privés qui vont participer. Et je pense que moi, c'est vraiment ce qu'on réfléchit avec plus une notion d'économie sociale et solidaire. Comment créer, et ça manque, on a l'impression, et j'en discutais avec Jean-Marie, moi c'est ma grande thématique actuellement et mon terrain d'expérimentation aussi. Comment est-ce qu'on fait, comment on remet un peu plus d'économie sociale et solidaire au sein du système productiviste des connaissances actuelles? Et ça, c'est une question qui est complexe. Comment créer des partenariats qui fassent sens, où on ne soit pas seulement dans cette dichotomie privé-public, avec toutes les questions qui se posent, du financement par le privé, de la recherche aussi. Donc comment on crée tout ça? Je pense que c'est des expérimentations à faire. Il y a d'autres terrains aussi de recherche, d'autres domaines où on essaye de faire ces expérimentations autour des coopératives, de la mutualisation. Mais je pense qu'actuellement, il y a des pistes qui se mettent en place autour des communs et autres à explorer. Mais je vous dirais que je n'ai pas des réponses toutes faites, puisque je vous dis, j'ai étudié aussi l'économie, moi plus les nouvelles économies, de la data qui se mettent en place, les nouveaux aussi reprises commerciales derrière la data. Donc il y a plein de choses à faire et à expérimenter et à questionner par la pratique aussi. Voilà. Merci Célia pour cette belle présentation qui nous met un petit peu en recul. J'avais une question, moi, sur toutes ces questions-là qu'on se pose ici entre enseignants, chercheurs, alors que le monde va mal, est-ce qu'on n'a pas aussi une responsabilité en tant qu'intellectuel, justement, à essayer de faire en sorte que ces questions irriguent la société, à se poser la question d'un changement d'échelle? Je pense que tout un chacun a son petit niveau. Il y en a beaucoup qui le font, rien que enseigner. Je pense que quand on aime enseigner, quand on aime transmettre, et si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est aussi qu'on se pose des questions sur la pédagogie et comment apporter le meilleur aux générations futures ou même à en formation continue. Je pense qu'on a ce rôle-là à transmettre au quotidien. Ensuite, je me méfie toujours de la posture de l'intellectuel qui va diffuser la bonne parole à la société. Donc, je suis plus sur des approches de plutôt
d'écouter aussi ce qui vient parce qu'on fait partie de la société aussi, donc de ce qui vient et de croiser les regards, les savoirs, donc de sortir aussi de ce regard, de cette posture un peu dominante du sachant, mais plutôt on en discutait un peu hier dans de la maïotique, dans ces marches, d'essayer de faire sortir, d'apporter aussi, et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire, de dire, voilà, moi j'ai observé des choses pendant un certain temps, je n'ai pas toutes les solutions, toutes les réponses, mais en tout cas, j'essaye de partager ça, ces visions-là, pour créer du dialogue et qu'on se pose peut-être plus de questions. Voilà un peu mon idée. Bonjour Célia, merci pour votre intervention. J'ai une question par rapport aux métriques qu'on utilise pour évaluer pour permettre la carrière des enseignants-chercheurs. Il nous est tous arrivé de faire des recherches sur Google pour voir qui nous cite et de s'apercevoir que certains font plus que nous citer. Dans d'autres pays, certains ont repris des papiers entiers, mot pour mot, à la virgule près, mis leur nom au lieu du nôtre. Et est-ce qu'on n'a pas aussi une question à se poser sur la métrique utilisée? C'est-à-dire qu'en France, on évalue la carrière de l'enseignant-chercheur sur un critère et un seul, qui est le nombre de publications qu'il a produit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à réformer là dans le mode d'évaluation? Parce que ça n'encourage pas la compostabilité des idées, ce genre de métrique. Bien sûr, toute la question de l'évaluation, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve énormément dans le sujet de la science ouverte. Comment est-ce qu'on évalue? Alors, à la fois, comment est-ce qu'on évalue même des papiers scientifiques? Parce que là-dedans, il y a des questions aussi sur tout ce qui est revu par les pairs et autres. Mais à une échelle plus globale, toute la question de l'évaluation de la recherche et des indicateurs et des métriques. Et ça, quand vous regardez un peu les études de scientométrie, donc c'est comment sont nés, par exemple, les premiers indicateurs en sciences, et on a des revues scientifiques on a ce qu'on appelle des impact factors, donc le facteur d'impact d'une revue. Au départ, ces indicateurs étaient pour aider, et je ne suis pas bibliothécaire, mais pour aider finalement les bibliothécaires à se retrouver dans cette masse d'informations qu'on avait et de classer, etc. Et ensuite, ces indicateurs ont été repris avec ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des journaux spécifiques qui ont des impact facteurs hauts, qui font qu'on a envie de publier parce qu'ils sont reconnus. C'est très présent dans les STM, ce qui fait que ce qu'on appelle aussi donc dans les études des sciences et technologies, qui est plus mon domaine, le fait qu'il y a une reprise aussi des éditeurs de ce capital symbolique. Donc, que ce capital symbolique où le chercheur, ils ne veulent pas faire de l'argent, mais il y a tout ce capital symbolique de la reconnaissance qui est nécessaire, qui a été repris. Donc, la question des métriques, c'est une question extrêmement compliquée. Il y a des nouvelles métriques qui sont mises en place pour pouvoir finalement évaluer, sortir aussi de ce qu'on appelle ce modèle du publish and perish, donc c'est-à-dire soit on publie, soit on périt. Donc, on est dans un modèle très, très compétitif dans l'enseignement supérieur et de la recherche, qui fait que beaucoup de jeunes chercheurs aussi n'ont pas forcément envie de continuer. Donc un système qui peut paraître injuste aussi, mais et c'est la même chose, je pense, sur la question de l'évaluation actuellement, c'est penser les indicateurs dans un process, dans une dynamique. Un indicateur, à un moment donné, doit peut-être être réformé pour donner autre chose. Donc, moi, ce que j'amène, en tout cas, c'est cette idée d'un indicateur, à un moment donné, il va être toujours repris pour un usage qui n'était pas celui qu'on pensait au début. Et c'est l'idée un peu du braconnage. Pour le côté positif ou négatif dans la sociologie des usages, c'est qu'on reprend quelque chose pour certains intérêts. Alors, des intérêts collectifs ou d'autres intérêts plus privés. Donc là-dessus, c'est par rapport à cette idée de dynamique des indicateurs, d'essayer d'en créer, de voir ce qui est fait, d'en mettre en place de nouveaux, mais de savoir que c'est mouvant. Donc je n'ai pas de réponse bien claire en disant vous sortant l'indicateur magique, parce que ça n'existe pas, mais voilà, une dynamique peut-être à mettre en place. Une toute dernière question. Bonjour et tout d'abord merci. Est-ce que Michel Serres a une influence sur vos opinions et s'il n'en a pas,
quels sont les grands influenceurs de votre pensée? Michel Serres, je pense c'est une personne profondément humaine et qui, je pense que voilà, son décès a pu permettre aussi de faire ressortir ses travaux. Et je sais que les actes ont commencé avec une citation de Michel Serres, donc je trouvais ça un bel hommage. Je pense que c'était quelqu'un, et ce qu'amène aussi beaucoup d'enseignants-chercheurs de retrouver, là, quand je citais Jean-Charles Caillet ou Marcel Lebrun, ce côté de réhumaniser aussi l'enseignement, réenchanté aussi d'une certaine façon. Donc je pense que Michel Serres était là-dessus. Moi j'aimais bien aussi, je pense que c'était de lui cette notion, et j'en parlais à Michel Briand, d'opto-pessimisme. Donc le fait d'être entre les deux, donc il a pu m'influencer aussi avec cette vision socio-constructiviste, donc qui était présente aussi. Je pense que c'était un curieux. Voilà, moi d'autres personnes qui m'influencent. Dans les chercheurs, il y a beaucoup des chercheurs, de vulgarisateurs tels que Hubert Reeves, des personnes qui sont dans une humilité, je pense, qui est nécessaire, dans une confiance, et toujours de mettre en premier plan, et on en discutait hier, la soif de comprendre. Donc ça, je pense que c'est des personnes qui m'aident à penser, et qui me rassurent aussi, parce que je pense qu'on a tous besoin d'être rassurés. Et puis après, ce que je disais, c'est que actuellement, c'est moins les sociologues ou tous ceux que j'ai lus dans le passé qui m'aident à comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et par exemple, Alain Damasio, qui a un sacré caractère, mais dans la capacité des écrivains à inventer, à imaginer, à nous aider à comprendre des potentiels, des champs des possibles. Voilà, moi je suis épatée par ces esprits-là, qui dissèquent des choses, qui changent, et qui lui aussi se basent beaucoup sur la philosophie. Après, moi je lis beaucoup de textes aussi en philosophie orientale qui me nourrissent. Donc voilà un peu ces penseurs qui m'aident actuellement dans mes travaux, et aussi dans mon attitude face aux autres, je pense. Voilà. Un grand merci à Célia, que nous pouvons applaudir.